Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis assis sur un banc. Mais pas sur n'importe quel banc, sur un banc de touche. Plus exactement, sur un banc de touche de terrain de foot. Bon, de terrain de foot de campagne. Ce banc de touche a été mon compagnon de jeu pendant une partie de mon enfance. Sur ce banc, j'ai passé des centaines d'heures. Des centaines d'heures à regarder mes copains jouer et à attendre que mon tour vienne. Quand j'étais enfant, j'étais footballeur, ou plutôt, j'étais intermittent du football. Un coup je jouais, un coup je jouais pas. Un coup je jouais pas, un coup je jouais pas. C'était selon le bon vouloir de mon entraîneur. Je jouais s'il en décidait ainsi. Mais il en décidait rarement ainsi. 1986, j'ai 6 ans. J'ai le poster de l'équipe de France accroché au mur de ma chambre. L'équipe de France de la Coupe du Monde 86 au Mexique, Mexico 86, viva les Bleus. Joël Batz est dans les buts. À la pointe de l'attaque, on trouve Yannick Stopira, le Toulousain. Et sur l'aile droite, Dominique Rocheteau, le roi du dribble, surnommé l'Ange Vert. Derrière eux, le milieu de terrain en or. Le carré magique, celui que tous les entraîneurs du monde rêvent d'entraîner. Giresse, Tigana, Fernandez et Platini. En quart de finale de cette Coupe du Monde 86, l'équipe de France est opposée à l'équipe du Brésil. Le grand Brésil de Zico et de Socrates. Un partout à l'issue du temps réglementaire grâce à un but de Michel Platini. Un partout à l'issue des prolongations. Et la France va devoir de nouveau affronter l'épreuve des tirs au but. Cette terrible épreuve qui lui a été fatale 4 ans plus tôt à Séville, face à l'Allemagne de Schumacher. Mais Luis Fernandez a la qualification au bout du soulier. Il est face à Oscar, le gardien brésilien. Il s'élance pour ce qui est peut-être le dernier tir au but, synonyme de qualification. La France entière retient son souffle. Certains se masquent le visage pour ne pas voir. Thierry Roland, déjà lui, est au commentaire. Vas-y Louis, vas-y mon petit bonhomme, allez Louis, ouais, bravo, la France est en demi-finale. Et c'est en 1986 que je prends ma première licence de football. J'aime ce sport. Et puis surtout, j'aime Fernandez. Luis Fernandez. Ce fils d'immigrés espagnols qui a grandi en banlieue lyonnaise, au Minguettes, et qui est devenu dans les années 80 le chouchou du Parc des Princes. Il est le roi du milieu de terrain en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Luis, ça hargne, ça fougue. Il tacle, récupère, relance, relaye, organise. Parfois à la limite de la régularité, mais les arbitres laissent faire. On ne touche pas à Luis. Et moi, je rêve de devenir Fernandez. D'avoir le même état d'esprit, être sur le terrain, comme Luis, un meneur d'hommes. Bon, autant vous dire tout de suite, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Le football ne va pas vouloir de moi. Et il va m'expulser. Exit, carton rouge. La faute que j'ai commise, celle de ne pas avoir été suffisamment bon au foot. Anthony, il est gentil, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas jouer au football, avait dit mon entraîneur de l'époque. Cette expression m'avait interpellé. Ça veut dire quoi, savoir jouer au football? Alors quand je dis qu'on m'a expulsé, entendons-nous, personne ne m'a jamais dit « va-t'en, t'as assez vu », pas du tout. Ça s'est passé de façon plus sournoise, plus insidieuse. Ça a duré exactement 7 ans. 7 ans avant que je comprenne que le football ne voulait pas de moi. 7 ans à écumer les bancs de touche de la région, à faire banquette, comme on dit. 7 ans à jouer aux remplaçants. À la fin des entraînements, il était de coutume de terminer par un match. Un petit match, c'est comme ça qu'on disait. L'entraîneur prenait son sifflet, il nous disait « Bon les gars, on va finir par un petit match. Chacun son poste. » Moi, j'allais m'asseoir sur le banc de touche. C'était mon poste sur le terrain. Un jour, mon père est venu au match. La famille venait d'acheter un caméscope. Et mon père avait été missionné pour venir me filmer. Vous voyez, ce genre d'image qu'on se regarde 20 ans plus tard, en famille, au coin du feu. Mais ce jour-là, je suis resté sur le banc de touche jusqu'à 5 minutes de la fin du match. Mon père attendait avec son caméscope. Et là, j'ai entendu l'entraîneur dire aux parents qui étaient autour de lui « On va peut-être le faire rentrer.
Ce serait dommage que la famille ait acheté un caméscope pour rien. Éclat de rire général. Je crois, papa, toi, le footballeur au passé glorieux, que tu as eu un peu honte de moi ce jour-là. Tu aurais vraiment eu envie d'avoir un fils qui sache jouer au foot. Hein. Bon. Ça a fini par me lasser. À 14 ans, passer ce samedi après-midi sur le banc de touche, il y a plus excitant comme programme. J'ai donc décidé d'arrêter le football. Et j'ai surtout essayé d'oublier cette histoire. Déjà parce qu'elle n'était pas très glorieuse, elle avait fait de moi un loser, un big loser. Et puis surtout, j'avais fini par me convaincre que cette situation, j'en étais le responsable, le fautif, violence symbolique du sport, qui parvient à vous faire croire que finalement c'est de votre faute. Si vous saviez jouer au foot, eh ben vous seriez sur le terrain. Peut-être même que vous marcheriez sur les pas de Fernandez. J'ai cru ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je tombe sur un livre signé du professeur Jacquard, Albert Jacquard. Il est philosophe et généticien. Il a beaucoup écrit sur le sport. Vive le sport, abat le score, est une phrase qu'il se plaît à répéter. Il est l'homme par lequel mon indignation est arrivée. C'est grâce à lui que j'ai compris la façon dont le sport était organisé, la façon dont il pouvait exclure chaque année des milliers de gamins. C'est grâce au professeur Jacquard que j'ai compris ce qu'était l'envers du décor sportif. L'envers du décor sportif. Alors après cette petite mise en bouche, le spectacle n'a toujours pas commencé, rassurez-vous. Tout match qui se respecte est précédé d'un petit échauffement, on n'a qu'à dire qu'on était en plein échauffement, vous voyez, et qu'on va pouvoir, sans trop tarder, donner le coup d'envoi de la rencontre. Cette rencontre donc, qui nous oppose aujourd'hui un adversaire assez redoutable, qui nous oppose au capitalisme, et qu'on va essayer tout modestement d'abattre en environ 1h30. 1h30, c'est la durée d'un match de football. Voilà, comme pour un match de foot, il y aura une petite mi-temps, vous saurez à ce moment-là qu'on est arrivé à peu près à la moitié du spectacle. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Ça va, vous êtes bien assis, ça va? C'est très important quand on va au football d'être confortablement assis. Voilà, et ben on va pouvoir donner le coup d'envoi de la rencontre. Les cloches sonnent. L'envers du décor sportif, celui dont on ne parle pas, ou presque pas. Parce que critiquer le sport sans passer immédiatement pour un dangereux terroriste, vous voyez, genre limite néo-nazi, est une chose extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de critiquer le sport, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que la plupart du temps, le sport est associé à ce qu'il n'est pas, à savoir l'activité physique que vous ou moi, peut-être, on pratique quand on décide de reprendre le footing, vous voyez, ou plus rarement qu'on se décide à une sortie à vélo de laquelle on revient une demi-heure plus tard tout transpirant, en ayant l'impression d'avoir gravi l'Alpe d'Huez. Eh bien ça n'est pas du sport. C'est autre chose, c'est de l'activité physique, d'entretien, de détente, je ne sais pas comment je dois dire, mais ça n'est pas du sport. Mais on va quand même essayer de vous faire entrer dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, l'idée que ce type d'activité relève du sport. Comprenez l'astuce. Si ce type d'activité relève du sport, alors la critique du sport devient impossible. Vous ne pouvez pas critiquer une activité qui procure du bien-être à des millions de personnes sans passer immédiatement pour un fasciste. Ça n'est pas possible. Et donc il va y avoir une grande confusion qui va être entretenue sur la définition même du sport. Si vous allez sur Internet, par exemple, et vous tapez « définition du sport », voilà ce que vous trouvez. Le sport, c'est ce que l'on fait quand on dit que l'on fait du sport. Ouais. Bon, il ne faut pas être d'une rigueur universitaire absolue, si vous voulez. C'est l'idée qu'à chaque fois que vous avez l'impression de faire du sport, eh bien c'est du sport. Vous avez promené le chien, vous revenez en disant c'était sportif, vous avez fait du sport. Bon. Alors il y a... Parce que le problème avec ce genre de définition, c'est qu'elle ne nous permet plus d'identifier les composants du phénomène sportif. Et c'est comme pour tout phénomène, dès lors qu'on ne peut plus identifier les composantes d'un phénomène, eh ben on ne peut plus le penser comme phénomène. Et si on ne peut plus le penser, on ne peut plus le critiquer.
Et donc la critique du sport devient impossible. Alors il y a quand même quelques poils à gratter, vous voyez, ceux dont le pouvoir se méfie en général, les sociologues, pédagogues, etc., qui ont essayé de travailler une définition un peu plus rigoureuse. Vous voyez, le sport, c'est ce qu'on fait quand on dit qu'on fait du sport. Et eux, ils nous expliquent que le fait de mettre son corps en mouvement ne suffit pas à faire qu'une activité soit une activité sportive. Il nous dit que c'est un critère, mais un des 4 critères qui fait qu'une activité est sport. Il nous explique que le sport, c'est une activité motrice, okay, on met son corps en mouvement, on va promener le chien, etc. Okay, mais c'est également une activité institutionnalisée, c'est-à-dire qui se pratique dans le cadre d'institutions, de clubs, de fédérations, avec des championnats, des calendriers, des coupes, enfin vous connaissez un peu le principe. C'est une activité codifiée, avec des règles du jeu très précisément déterminées, et auxquelles on ne peut pas déroger. Je veux dire, si vous pratiquez le football en France, dans un club, vous pratiquerez de la même façon au Brésil. Par contre, si vous décidez un dimanche après-midi de vous taper un foot avec des copains, après avoir bu la bouteille de rosé, alors vous pourrez décider d'aménager les règles du foot. Dans ces cas-là, ce ne sera plus du sport, si vous voulez, ce sera une activité, un jeu, je ne sais pas comment je dois l'appeler. Et le 4e critère, c'est que le sport est une activité compétitive. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Le sport est par définition une activité compétitive. Parler du sport de compétition est un pléonasme. Et je veux dire, ce n'est pas une simple querelle de vocabulaire. Hein. Je veux dire, il est très important de comprendre que le sport n'est ni un simple jeu, ni une simple activité physique. Hein. J'ai même envie de dire, jouer ou gagner, il faut choisir. Hein. On va y revenir. La deuxième raison qui rend la critique du sport quasiment impossible, c'est que partout où le sport est présenté, il est présenté de façon éminemment positive, éminemment vertueuse. Le sport, c'est une espèce de symbole de la pensée positive, un symbole de la pensée unique. Oui, on dit parfois que l'économie, c'est la pensée unique. Hein. Mais je veux dire, si vous êtes keynésien, libéral, marxiste, vous pensez le monde différemment. Alors que dans le sport, c'est très difficile de penser les choses différemment. Hein. Pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, hein, sociologue dont on fête les 10 ans de la mort cette année, hein, on pourrait dire que le champ sportif renferme de l'impensable. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut plus penser, qu'on n'ose plus penser. Hein. Et cela va de soi. Le sport, c'est bon, cela va de soi. Le sport, c'est éducatif, cela va de soi. Le CNAJAP, qui est la coordination pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui regroupe en son sein un certain nombre de mouvements d'éducation populaire, ont lancé l'an dernier une grande campagne avec un maximum de langue de bois. Ils l'ont appelé 100% EducPop, l'éducation populaire fabrique de liens sociaux. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller sur leur site internet. Le CNAJEP a défini les valeurs de l'éducation populaire. Et au milieu des valeurs classiques, égalité, justice sociale, fraternité, on trouve une valeur qu'ils ont intitulée le sport. C'est extraordinaire. Le sport n'est plus présenté comme une pratique, c'est présenté comme une valeur. Du coup, vous ne pouvez plus rien contre le sport. Je veux dire, à moins que vous soyez un méchant adhérent du MEDEF, vous n'êtes pas contre la justice sociale. Ce ne serait pas chouette de votre part, vous n'êtes pas contre l'égalité, eh bien vous n'êtes pas contre le sport. Je veux dire, le jour où le CNAJEP définira la peinture sur porcelaine comme valeur de l'éducation populaire, vous ne pourrez plus rien contre la peinture sur porcelaine. Je veux dire, vous ne pourrez plus l'attaquer. Hein. Et donc c'est pareil pour le sport. Et donc le sport va se parer de toutes les vertus possibles et imaginables. Hein. Souvenez-vous par exemple la Coupe du Monde 98, organisée en France. On avait parlé de cette équipe black, blanc, beurre, où un jeune garçon appelé Zinedine, capable d'amener la France sur le toit du monde. À ce moment-là, on a vu des intellectuels se relayer sur les plateaux de télé, parler de cette France de l'intégration, dire que grâce au football, le Front National était à terre. Hein. Ils l'ont dit, on a les images. Hein. Bon, 4 ans plus tard, 2002, Le Pen est au 2e tour, 14 ans plus tard. Mais c'est pas grave, je veux dire, le sport avait fait illusion. Le sport avait fait diversion. Ça sert aussi à ça, le sport. Bourdieu disait, le fait divers fait diversion. Mais on pourrait également dire, le sport fait diversion. Hein. Regardez par exemple la façon dont les gouvernements successifs s'empressent de faire voter des lois antisociales au Parlement en pleine organisation de la Coupe du Monde.
regardez. Bah oui, parce qu'évidemment, pendant qu'on regarde nos écrans à supporter les bleus et 1 et 2 et 3-0, on n'écoute pas ce qui se raconte au Parlement, évidemment. Et donc les hommes politiques et les femmes politiques vont surfer joyeusement sur cette vague, et ils vont faire en permanence l'apologie du sport. Je me suis amusé à aller sur Internet et à faire quelques recherches. Alors j'ai commencé par taper Nicolas Sarkozy plus sport. Alors s'il y a des plus jeunes dans la salle, petit rappel historique, Nicolas Sarkozy est un homme politique, était un homme politique, on ne sait pas quoi dire, qui a présidé la France il y a quelque temps, avec beaucoup de grandeur, grâce à quelques-unes de ses phrases pleines de noblesse qui l'ont fait entrer dans la postérité. Casse-toi pauvre con, descends si t'es un homme, Cécilia, si tu reviens, je plaque tout, je vais redresser votre pouvoir d'achat. Ah, vous ferez des recherches sur Wikipédia. Et donc Nicolas Sarkozy, je tombe sur un propos de Nicolas Sarkozy. On est en plein Conseil des ministres, ça se passe il y a quelques mois, et on est en pleine affaire des quotas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire qui a secoué la Fédération française de football. C'était une réunion à laquelle le sélectionneur Laurent Blanc et quelques cadres de la Fédération française de football avaient participé. Et il était question à ce moment-là de limiter le nombre de joueurs issus de l'immigration, notamment africaine, dans les équipes de France de football. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça reposait sur un critère pas du tout raciste, si vous voulez, c'était de dire que les Noirs étaient forcément des grands blacks bourrins qui savaient que tacler et qui ne savaient pas jouer au football. Et donc il fallait des joueurs beaucoup plus techniques, et donc on allait enlever les grands blacks, etc., des équipes de France jeunes. C'était le discours à peine caricaturé que je vous livre là. Et donc évidemment ça a défrayé la chronique. Et Nicolas Sarkozy vient à ce moment-là en soutien à la Fédération française de football, et notamment au sélectionneur, Laurent Blanc. Et il prend la parole au Conseil des ministres et il dit la chose suivante. Le sport, c'est plus important que tout. Alors déjà, vous notez la phrase, je veux dire, ce genre de phrase définitive à la Malraux. Le sport, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur Terre. Donc le sport, c'est plus important que tout. Et dans le sport, il y a beaucoup moins de discrimination qu'ailleurs. Je dirais même la chose suivante, le sport est le symbole de la lutte contre les discriminations. Il y a Chantal Joanneau, à l'époque, qui est ministre des Sports, avant de laisser sa place à David Douillet. Et Chantal Joanneau lui dit « Monsieur le Président, sauf votre respect, je constate quand même que dans le sport, il y a de l'homophobie. » C'est pas évident pour un homosexuel de se déclarer comme tel dans un milieu sportif, etc., ou une lesbienne, enfin. Et là, Chantal Joanneau se voit répondre immédiatement par Nicolas Sarkozy, mais pas du tout, il n'y a pas d'homophobie dans le sport. Et j'en tiens pour preuve l'initiative de mon ami Max Guazzini, président du club de rugby de Paris, qui fait jouer ses joueurs avec des maillots roses. Je vous jure que c'est vrai. Bon, ils sont pareils au Parti Socialiste. D'ailleurs, souvenez-vous, Lionel Jospin et tous ses ministres déguisés en supporters, finale de la Coupe du Monde 98. Lionel Jospin venant, après le match contre le Brésil, saluer, je cite, « un grand moment d'émotion collective, de cohésion nationale pour un même idéal ». Vous voyez, quand on est socialiste, on a l'idéal qu'on peut. Hier, la rupture avec le capitalisme, désormais, l'amour du ballon rond. Bon, ça perdure, notre président, Fanfan la tulipe. Il va falloir s'habituer. François Hollande, c'est un amoureux du sport. Je veux dire, le premier journal qu'il lit le matin, c'est l'Équipe. Il est capable de vous réciter tous les joueurs de l'équipe de Rouen de 1965, du gardien de but au coupeur de citron.
Et François Hollande, pour bien montrer la grandeur du sport, il est interrogé quelques jours avant sa victoire, avant le deuxième tour des présidentielles, par Jacques Vendroux, qui est directeur de l'information sportive à France Info. Et François Hollande, pour bien montrer la grandeur du sport, dit la chose suivante. J'adore le sport, et j'adore notamment le football. Et je voudrais dire la chose suivante. Pour être un grand footballeur, il faut être doté d'une très grande intelligence. Et je dirais même que les grands footballeurs, je vous jure que c'est vrai, sont de très grands intellectuels. Ce que je vais dire n'a rien de méprisant. Je veux dire, j'ai moi-même des copains footballeurs avec qui je prends un malin plaisir à refaire le monde. Mais déjà que je trouvais notre société quelque peu décadente lorsqu'on nous donnait comme référence intellectuelle Luc Ferry ou BHL. Mais alors si désormais on m'oblige à considérer Franck Ribéry comme un grand intellectuel, moi je me casse vivre aux îles Féroé. Bref. Bon, du coup je me suis dit, si ni au Parti Socialiste ni à l'UMP, on s'autorise le moindre début de commencement de critique à l'égard du sport, on va aller voir à gauche. Peut-être que dans les partis de gauche, ils sont quelques-uns à s'autoriser des réserves. Parce que je veux dire qu'à droite, on encourage le sport, je comprends. Enfin, je veux dire, 1987, Jean-Marie Le Pen déclarait « Le sport est de droite ». Parce que les valeurs du sport sont des valeurs de droite. Écrasement des faibles par les forts, enfin, etc. C'est des valeurs de droite. Donc voilà, je comprends qu'à droite, on défende le sport. Mais alors à gauche, qu'est-ce qu'ils disent ? Et donc je suis allé sur Google et j'ai tapé « Parti communiste plus sport ». Et là, je suis tombé sur une interview qui date un petit peu, qui date de 1980. C'est une interview de Georges Marchais. Alors, pour les plus jeunes dans la salle, Georges Marchais a été premier secrétaire du Parti communiste de 1972 à 1994. Et cette année-là, en 1980, c'est ce qu'on va entendre, il est sur le plateau de Cartes sur table, émission présentée déjà par eux, par El Kabbach et Duhamel. Et Georges Marchais est interrogé quant à un possible boycott des Jeux Olympiques de Moscou par la France. Alors, pour rappel historique, en 1979, l'URSS a envahi l'Afghanistan. Et suite à cette invasion, une quarantaine de nations va boycotter les Jeux Olympiques. Et voilà ce que répond l'ami Georges Marchais quand on lui pose la question du boycott. Est-ce que, Jonathan, tu peux amener le son, s'il te plaît, pour nous faire entendre Georges Marchais ? Sans doute nombreux sont ceux qui, comme moi, ont la chair de poule quand ils voient les hommes sur le stade, dans la piscine, lutter pour conquérir une médaille, pour être le premier, monter sur la première place du podium. Vous avez la chair de poule aussi quand Oui, les droits de l'homme je sont toujours ressens ça. respectés. Moi, je ressens ça, moi. Je ressens là l'effort de l'athlète, la récompense des sacrifices consentis pendant ces athlètes, pendant des années et des années, pour s'entraîner, pour être toujours meilleur, pour porter toujours plus loin la performance. En plus, quel merveilleux spectacle de voir ces hommes, blancs, jaunes, noirs, appartenant à toutes les nations, à toutes les races, à quelque régime social que ce soit, et qui se rencontrent fraternellement sur le stade. Quelle contribution pour l'humanité. Voyez-vous, monsieur, j'en aurais terminé. Il y en a qui choisissent la drogue. Moi, je choisis les Jeux Olympiques contre la drogue. Voilà la politique du Parti communiste français. Après mon expérience malheureuse de footballeur, je me suis tourné vers un autre sport. Parce que si vous voulez, je continue à croire aux vertus du sport. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était mal passé, c'était pas de bol. Mais bon, je veux dire, j'allais quand même pas remettre en question les vertus intégratrices, etc. du sport. Parce que moi, Anthony Pouliquin, je ne savais pas jouer au football. Et preuve que l'expérience du foot avait laissé sur moi quelques traces sur le plan psychologique. Je me suis tourné vers le handball, mais pas à n'importe quel poste. Au poste de gardien de but. Comment vous dire, Il ne faut pas être nécessairement starbé pour être gardien de but au hand, mais disons que ça peut aider.
Ça peut aider lorsqu'il s'agit de s'exposer à des tirs à bout portant de molosses d'1,90 m pour 105 kg. Hein. Et je veux dire, s'y exposer pendant 10 ans, hein, pas simplement le temps d'un pari alcoolisé avec des potes. Hein. Et donc je vais devenir gardien de but au hand, hein, et ça va être plutôt chouette, au départ en tout cas, puisque je vais découvrir un truc nouveau pour moi. Et ce truc nouveau, ça s'appelle le terrain. Pour la première fois de ma vie, j'ai le droit d'être sur le terrain, j'ai le droit de faire des passes à mes copains, j'ai le droit de les encourager ailleurs que sur le banc de touche. J'ai le droit, quand un joueur adverse part en contre-attaque, de me mettre à agiter mes bras et mes mains comme un poulpe désarticulé. Hein. Et prier pour qu'au moment du tir, le ballon n'entre pas dans le but, hein, ou plutôt que si, qu'il entre dans le but et que du coup, il épargne mes parties sensibles. Hein. Ça va être rigolo, ça, pendant quelques temps. Et puis, ça va finir par me lasser. Hein. Bon, en fait, vous avez compris, en fait, tout ce que j'ai entrepris dans le sport, c'est soldé par un échec. Vous avez un loser face à vous, un vrai de vrai. Parce que là aussi, ça va mal se passer pour moi. Je vais décider d'arrêter. Hein. On est au début des années 2000 et je suis inscrit dans le championnat universitaire de la fac de Tours. Et donc on est dans un mini-championnat. J'ai demandé votre participation, là, vous allez voir, ça va devenir super interactif ce spectacle, ça va être super chouette. On va être dans un mini-championnat avec 3 autres équipes, les équipes de La Rochelle, Poitiers, Orléans, on s'en fout. Hein. Et donc on va rencontrer chacune des équipes une fois. On va donc avoir combien de matchs ? 9 ? 3 matchs. Pour ceux qui s'intéressent au handball, il y en a peut-être dans la salle, hein, vous savez qu'on peut inscrire sur une feuille de match 2 gardiens de but. On a donc combien de places à se répartir sur l'ensemble des 3 matchs ? 6 matchs. Ça tombe bien, on est 3 gardiens. On décide donc que chacun d'entre nous jouera combien de matchs ? 2 matchs. Je joue les 2 premiers matchs. Et donc je m'apprête à regarder le 3e match, décisif pour la qualification, dans les tribunes. Mais la veille de ce 3e match, nous avons entraînement. Et à la fin de l'entraînement, l'entraîneur réunit ses joueurs dans le vestiaire, nous fait nous asseoir, hein, et là, dans un ton très solennel, nous explique que le match du lendemain est décisif pour la qualification, et qu'il décide donc, bien que la décision est difficile à prendre, mais il l'assume, en son âme et conscience, selon la formule consacrée, il décide de mettre le maximum d'atouts dans le jeu de l'équipe, et donc de me prendre dans le groupe et de laisser Quentin dans les tribunes. Quentin, c'est le gardien qui fait 30 cm de moins que moi. Il n'a joué qu'un match. Et si moi j'accepte de jouer le lendemain, je jouerai mon 3e match. Ça se bouscule grave dans ma tête. Parce que si vous voulez, moi l'exclusion, je l'ai connue. Quand j'étais footballeur, j'étais toujours sur le banc de touche. Et là, malgré moi, je suis en train de générer de l'exclusion. En 86, j'avais le poster de l'équipe de France accroché au mur de ma chambre, mais en 2000, j'avais le poster de Che Guevara. Je me lève et je dis que je ne suis pas d'accord. Qu'il y avait une règle qui avait été posée, qu'on ne change pas les règles en cours de partie, et que donc demain, c'est Quentin qui sera sur le terrain et moi je serai dans les tribunes. Là, je m'attends à ce que tous les joueurs m'acclament. Ouais! Eh bien, c'est pas vraiment ce qui se passe. Réponse de l'entraîneur. Anthony, t'es un gars gentil, mais le problème, c'est que tu n'as pas l'esprit d'équipe. C'est la 2e fois que j'entends que je suis un gars gentil. Bon, ça va, j'ai compris, je suis gentil. La première fois, c'était pour me dire que je ne savais pas jouer au football. La 2e fois, pour me dire que je n'avais pas l'esprit d'équipe. Alors moi, je suis là, l'esprit d'équipe, si, en fait, tout le monde va jouer, on va s'amuser, gagner, perdu, c'est pas grave, on ira au bar le soir, on boira des bières, on sera tous potes. Je n'avais pas l'esprit d'équipe. Hein. En fait, vous avez compris le truc. Hein. Ce que voulait dire l'entraîneur, et ce qu'il me reprochait, c'était que je n'étais pas prêt à tout pour gagner. Et là, on a la composante essentielle du sport, le tout pour la gagne. Vous connaissez cette phrase de Coubertin ? On l'a tous appris quand on était gamin à l'école.
Deuxième partie interactive du spectacle. L'essentiel, c'est de participer. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Pierre de Coubertin n'est pas simplement le joyeux et le doux humaniste dont le portrait nous est régulièrement brossé. Ce n'est pas tout à fait Albert Jacquard, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler un drôle de gauchiste. Pierre de Coubertin s'est vérifié dans un certain nombre de livres d'histoire et misogyne. Il s'oppose à la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Il parle d'Olympiade femelle. Il est distingué, le baron. Hein. Il dit que la seule place des femmes dans un stade, c'est pour remettre des bouquets aux vainqueurs. Hein. Pierre de Coubertin se définit lui-même comme un colonialiste fanatique. Il est élitiste, contrairement à son fameux « l'essentiel est de participer ». Pierre de Coubertin encourage l'écrasement des faibles par les forts. Il est raciste, il présente la race blanche, il l'a écrit, comme d'essence supérieure. Et cerise sur le gâteau, vous voyez, le genre de gars plutôt chouette avec qui vous avez une farouche envie de passer vos prochaines vacances. C'est un grand admirateur d'Adolf Hitler. Il va d'ailleurs vouloir faire un magnifique cadeau au Führer, puisqu'il va lui confier l'organisation des Jeux Olympiques en 1936 à Berlin. Pour le Führer, ça va être un cadeau magnifique. Il va profiter de ces Jeux Olympiques pour tenter de démontrer la supériorité de la race aryenne et la suprématie du régime nazi. Et du coup, Hitler va vouloir remercier Coubertin et il va proposer le nom de Coubertin pour être prix Nobel de la paix en 1936. Bon, évidemment, rétrospectivement, Adolf Hitler qui parle de paix, oui, c'est un peu comme quand Claude Guéant parle d'humanisme, si vous voulez, hein. Ou quand Nadine Morano parle d'intelligence. Hein. Vous avez plutôt envie de fuir. Hein. Mais il faut savoir que grâce à ces Jeux Olympiques de Berlin, Hitler s'est acheté une image de pacifiste. Hein. Il a rassuré le monde entier sur ses intentions belliqueuses. Hein. Merci le comité olympique. Hein. On tourne la page. Hein. Donc on a bien compris que pour Coubertin, l'essentiel n'est pas de participer, l'essentiel c'est de gagner. Hein. Et pour l'olympisme, l'essentiel c'est de gagner. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous, ici même, hein, ont entendu parler des championnats du monde d'athlétisme de 1991 et de l'épreuve, ce n'est pas la plus connue, je vous l'accorde, le 50 km marche. Cette année-là, en 91, 2 hommes font la course en tête. 2 Russes. Ils ont plusieurs minutes d'avance sur le 3e, hein, quand ils arrivent à l'entrée du stade olympique pour se disputer la victoire, pour sprinter et remporter le titre mondial. Et là, on voit les 2 athlètes, hein, on les voit qui se concertent, hein, et ils décident de ne pas sprinter. Ils décident de ne pas se disputer la victoire. En fait, leur raisonnement est le suivant. Ils ont fait une course magnifique. Hein. Ils se sont encouragés, ils se sont entraidés, ils ont alternativement eu besoin l'un de l'autre. Hein. Et donc, cette victoire, aucun des 2 ne la mérite plus que l'autre. Hein. Et donc, ils décident qu'il n'y aura pas de vainqueur. Ils décident de se prendre par l'épaule et ils décident de franchir la ligne d'arrivée ensemble, à égalité. Magnifique image de fraternité sportive, de fair-play sportif. Ces 2 hommes qui terminent, qui franchissent la ligne d'arrivée, main dans la main, à égalité. Eh bien non. Les juges olympiques, hein, chargés d'attribuer les places, hein, décident d'avoir recours à la photo finish pour les départager, pour désigner le premier et pour désigner le 2e. Eh bien oui. Il faut comprendre que l'égalité est une notion qui exaspère le sport. Hein. Regardez dans le football ou dans le handball, quand un match se termine par un score de parité, on parle de match nul. Nul. Le terme est à prendre autant dans son sens familier que mathématique. Mathématique que familier. Nul parce qu'inintéressant, parce que ce qui intéresse le sport, c'est des vainqueurs et surtout des vaincus, les larmes du vaincu, de l'émotion. Et donc ces 2 hommes vont être départagés pour 1/100 de seconde. 1/100 de seconde après 50 km. Ridicule. Hein. Et pourtant, l'olympisme donne raison à ces juges qui ont recours à la photo finish. Hein. Parce que ce qui importe dans le sport, ce qui compte dans le sport, c'est justement ce qui se compte. Hein. En fractions de seconde, en millimètres, en médailles, en victoire. Ce qui compte dans le sport, hein, c'est la victoire.
Il faut savoir que le sport n'apparaît pas à n'importe quel moment. Je vous parle, on va s'entendre tout de suite, je vous parle du sport moderne. D'accord ? Je ne vous parle pas des activités folkloriques qui étaient organisées au moment des Jeux Olympiques antiques, en Grèce antique, si vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes documentés, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, sur les Jeux Olympiques antiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une espèce de grande kermesse, avec des épreuves qui ressemblaient davantage à des séances de bizutage. En fait, les Jeux Olympiques antiques, vous aviez des types, il y avait que des types, je veux dire, les femmes n'avaient pas le droit de participer aux Jeux Olympiques antiques. C'était des types qui étaient totalement nus et qui lançaient une courgette, qui faisait office de javelot, vous voyez, c'est à peu près le genre d'épreuve qu'on pouvait voir aux Jeux Olympiques antiques. Si vous voulez, les épreuves en Grèce antique étaient organisées à peu près dans le même état d'esprit. On est organisé aujourd'hui le grand concours international, le crachet de Bigorneau, à la fête de la langoustine au Guilvinec. Ce que je vous dis est vrai, je veux dire, dans le Finistère d'où je viens, il y a un très sérieux record du monde établi par un très sérieux Alain Jourdain, avec un crachet de Bigorneau à 10,42 m. Vous essayerez la prochaine fois, c'est marrant. Et donc c'était ça les Jeux Olympiques antiques, si vous voulez, c'était pas le sport qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait aussi, je vais vous demander quelques secondes d'attention pour mettre en image ce que je vais vous dire. Dans les Jeux Olympiques antiques, il y avait des courses en armes. Les courses en armes, c'était des courses où les mecs étaient complètement nus. Mais nus, vraiment. Enfin. Ils étaient juste coiffés d'un casque de guerre. Ils avaient un bouclier, une épée, et ils tournaient autour d'un stade, comme ça. Le genre d'épreuve assez intéressante, vous voyez. On pourrait en même temps établir un lien entre cette activité, cette discipline, cette épreuve de la course en armes, et une discipline totalement moderne, totalement actuelle, donc reconnue par les instances olympiques, que vous pourriez découvrir par exemple au moment des Jeux Olympiques d'hiver. Cette épreuve, vous la connaissez peut-être, c'est le biathlon. Est-ce que quelqu'un connaît le biathlon ? C'est une épreuve où les types sont déguisés en douaniers, et où ils alternent le temps d'une épreuve une activité gériatrique avec une activité belliqueuse. En fait, le biathlon, c'est une alternance de ski de fond et de tir à la carabine. Vous voyez, ski de fond, ça fait un peu activité club du 3e âge. On a tous en tête ces images de sport d'hiver, de stations de sport d'hiver, avec des mamies aux cheveux bleus qui les traversent à faible allure avant d'aller boire un verre de vin chaud. Mais là, les types, tout d'un coup, ils se vautrent dans la neige, ils sortent leur carabine, ils se mettent à tirer sur une cible, vous voyez. C'est un peu comme si aux Jeux Olympiques, vous aviez une épreuve qu'on appellerait tricot escrime, vous voyez. Où les types, ils seraient en train de tricoter un magnifique pull angora, et tout d'un coup, ils se lèveraient, ils se commenceraient à faire un combat d'épée avec leur aiguille, avant de se rasseoir dans leur rocking chair, vous voyez, le genre d'épreuve assez intéressante. Bref. Tout ça pour vous dire que les Jeux Olympiques antiques, ce n'est pas exactement les Jeux Olympiques modernes, à part ce lien qu'on pourrait faire entre la course en armes et le biathlon. Non, en fait, le sport moderne est très récent. Contrairement à ce qu'on peut entendre, parfois, le sport n'a pas toujours existé. Il apparaît très récemment dans l'histoire de l'humanité, et il apparaît en Angleterre. Si vous relisez Marx, la préface du tome 1 du Capital, Karl Marx nous explique que l'Angleterre est le lieu classique du mode de production capitaliste. Il nous explique que toutes les innovations capitalistes ont démarré en Angleterre. Et le sport va apparaître en Angleterre. Il va apparaître à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, au moment où la révolution industrielle bat son plein, vous voyez, l'apparition de la vapeur, vous connaissez le processus, etc. Et le sport va apparaître au même moment que le capitalisme. Tiens donc, le sport et le capitalisme apparaissent au même moment. Et ils vont grandir ensemble. Et en fait, leur trajectoire respective n'en forme qu'une. Dès sa naissance, le sport est politiquement, idéologiquement déterminé par le mode de production capitaliste. Troisième partie interactive du spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, définition du capitalisme. On va boire un coup.
Bon, on va faire court. Le capitalisme est un mode de production qui se caractérise par une recherche d'accumulation illimitée de capital. Ok ? Mode de production qui se caractérise par une recherche d'accumulation illimitée de capital. J'insiste sur le terme illimité. Eh ben ouais. Parce que dire que le capitalisme, c'est le mode de production qui cherche à faire du profit, c'est une définition réductrice. Ce qui fait l'essence même du capitalisme, sa philosophie, c'est que cette recherche, elle se veut illimitée, sans fin. Et donc vous comprenez l'hypocrisie du discours de Sarkozy quand il vous dit qu'on va moraliser le capitalisme. Comment voulez-vous moraliser quelque chose qui cyniquement se veut sans limite, sans fin? Le truc, on ne peut pas le rassasier si vous voulez, on va le moraliser quand même. C'est évidemment hypocrite. Et donc, le capitalisme et le sport ont cela en commun. L'illimitation, le refus de la limite. En sport, quand un athlète vient de battre un record, dès lors que le record est battu, il n'intéresse déjà plus personne. Et on s'interroge sur qui le prochain battra ce record. Quand en 2009, Usain Bolt, le Jamaïcain champion du monde de 100 mètres, pulvérise le record du 100 mètres qu'il détenait déjà en 9 secondes et 58 centièmes, le lendemain de cet exploit, tous les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télé consacrent leur reportage à la question « Jusqu'où ira-t-il » Quelle limite humaine sera-t-il en capacité de dépasser? Le record qu'il avait établi la veille n'intéressait déjà plus personne. Illimitation du sport. Et c'est, je crois, ce qui apparaît dans le film à succès de toute une génération, paraît-il, j'étais trop petit, 1988, Luc Besson, Le Grand Bleu. Et ouais, c'est ce qu'on voit dans ce film. On voit deux athlètes prêts à tout, même à mourir, pour battre des records. Alors évidemment, le procédé d'idéalisation esthétisante recouru dans le film, vous voyez, de belles images, une belle musique, Eric Serra, les larmes, etc., nous empêche d'accéder à la question politique. Mais permettez-moi ce soir de la poser. Que vaut philosophiquement une société qui encourage la mort de ses athlètes pour toujours plus de spectacles? Que vaut philosophiquement une société qui se caractérise par le toujours plus? Situs, Altius, Fortius. C'est la devise des Jeux Olympiques. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais c'est ça une société de progrès. C'est une société qui souhaite aller toujours plus loin, dépasser ses limites. Eh bien, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, une société progressiste, c'est une société qui sait établir des seuils de raison, qui sait se fixer des limites. Sinon, elle s'expose à tous les dangers, à tous les excès. Pierre de Coubertin, toujours lui, présentait le sport comme la liberté de l'excès. Et parmi ces excès, évidemment, je suis sûr que vous le voyez venir, le dopage. Les joueurs entrent au vestiaire. Détendez-vous, récupérez bien. Aucune chance! Mais aucune chance, les gars! On est en train de s'annuler toutes nos chances! Pas difficile! Alors où on réagit? Et on y va! Parce qu'il y a une prime à le coup, ou vous laissez tomber? Et vous attendez? Vous attendez qu'on jette la pièce en l'air? Il n'y a personne qui bouge! Personne ne réagit! On est la prime avec à moi! Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Vous allez perdre, les gars. Ok? Vous allez perdre, vous n'avez pas de soucis à faire. Putain. Allez, les gars.
faut le rentrer dans la gueule, hein. C'est dur, on s'approche, hein. Mais il faut aller chercher, il faut être compact. Il faut être compact. C'est pas chacun son tour, c'est tout le monde ensemble. Allez, les gars. Allez, les gars. Le dopage. On me dit parfois, mais tout de suite, la caricature, on stigmatise le dopage, comme si le dopage était omniprésent dans le sport. Oui, c'est ça. Le dopage est une exception, me dit-on. Eh bien, pas sûr. Pas sûr que le dopage soit une exception. Pas plus que ça serait une bavure. Hein. Ou alors vous aurez remarqué que ça bave de plus en plus. Hein. Il ne se passe pas un jour ou presque sans qu'une histoire de dopage n'éclate. Hein. Si vous lisez par exemple le livre du docteur de Mondenard, hein, vous apprendrez que tous les vainqueurs du Tour de France, sans exception depuis la guerre, étaient dopés jusqu'à l'os. Déjà Jacques Anquetil, hein, quintuple vainqueur du Tour de France dans les années 50, à un journaliste qui lui parlait du dopage, répondait « Si on veut m'accuser de dopage, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de venir inspecter mes cuisses et mes fesses. Hein. Ce sont de vrais écumoires. » Avant de rajouter « Je ne vais quand même pas aller à la guerre avec une catapulte si tous les autres ont un bazooka. Tout le monde se dope, alors moi aussi. » Tout le monde se dope, alors moi aussi. On est en 1960. Alors on pourrait se dire, ouais, mais justement, ça a changé depuis... ils ne se dopent plus, les coureurs. Vous vous souvenez de l'affaire Festina, la plus grande affaire de dopage de l'histoire du sport, de l'histoire du cyclisme et de l'histoire du sport. Petit rappel historique, on est en 1998, le 8 juillet, quelques jours plus tard, la France va devenir championne du monde de football. Et 1, et 2, et 3, c'est... Et à quelques jours du départ du Tour de France, le soigneur de l'équipe Festina, un certain Willy Voet, se fait intercepter par la douane française, par les douaniers français à la douane franco-belge. Donc il est au volant de sa voiture Festina. Alors pour piqûre de rappel, l'équipe Festina, c'est la plus grande équipe du monde. C'est l'équipe de Richard Virenque, mais c'est aussi l'équipe de Laurent Brochard, qui était champion du monde, Alex Zoulet, qui a gagné le Tour d'Espagne. Bref, c'est la grande favorite du Tour de France qui va s'élancer quelques jours plus tard. Et donc Willy Voet est obligé de se mettre sur le bas-côté. Les douaniers français lui demandent d'ouvrir son coffre. Il ouvre son coffre, et là la trouvaille est stupéfiante. On trouve 500 doses de produits dopants. 500 doses de produits dopants dont la moitié sont des doses d'EPO. L'EPO est une hormone naturelle qui vise à augmenter le taux de globules rouges dans le sang pour améliorer le transport de l'oxygène par le sang et ainsi renforcer l'endurance musculaire. C'est pour ça que Jeannie Longo actuellement a des soucis, son mari, etc. Si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines. Et donc la moitié de ces 500 produits dopants sont des doses d'EPO. On va trouver par ailleurs des amphétamines, de la testostérone, des solutions d'hormones de croissance. Willy Voet va nier dans un premier temps. Il va dire que c'est pour sa consommation personnelle. Ça n'a pas trop passé en fait. Du coup, devant l'évidence des faits, il va avouer. Et il va dénoncer au sein de l'équipe Festina un dopage organisé, médicalisé, généralisé. C'est extrêmement important ce qu'il dit là. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas simplement les coureurs qui s'organisent entre eux et qui s'y refilent de la dope. Non, c'est que toute l'équipe, dans sa totalité, du directeur sportif en passant par le médecin au grand boss de Festina, tout le monde est complice. Et tout le monde organise ce dopage médicalement. En fait, ils ont une caisse noire. Les primes des coureurs vont dans cette caisse et ensuite ils vont acheter des produits, la plupart du temps en Portugal, et ils reviennent avec, et c'est le médecin qui organise ce dopage au sein de l'équipe. L'équipe Festina de Richard Virenque va être exclue du Tour de France, avec un constat amer, tous dopés. Tous, sauf un. C'est pas le plus connu de tous, et pour cause, il ne se dopait pas, il n'a pas une très 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 grande carrière, il n'a pas un très grand palmarès, et pourtant, on va le voir tout à l'heure, c'était un coureur avec un très gros potentiel, avec beaucoup de talent. Ce coureur, il s'appelle Christophe Basson. Je suis tombé par hasard sur son bouquin, au titre évocateur, positif.
Je l'ai avalé en une journée. Il raconte la façon dont le dopage était organisé dans le milieu professionnel. Et moi, j'ai souhaité aller le rencontrer pour savoir comment ça se passait concrètement, pour comprendre comment est-ce que le dopage était organisé dans le peloton cycliste et pour comprendre surtout ce que m'avait raconté le professeur Jacquard. Et je suis parti par une belle journée de juillet 2010. Je suis descendu à Bordeaux. C'est là qu'il habite désormais, c'est là qu'il travaille également, puisqu'il est retraité cycliste. Et Christophe Basson m'a accueilli dans les bureaux de la direction régionale de la jeunesse et des sports, là où il travaille. Basson, c'est un grand type, presque aussi grand que moi, il flirte avec le 1m90. Il a un fort accent du sud-ouest, totalement délicieux, aussi délicieux que le grand sourire qui orne son visage. C'est quelqu'un de très chaleureux et qui m'accueille de façon très sympathique, qui me fait entrer dans son bureau, il me fait m'asseoir. Je lui demande la permission de l'enregistrer, et là l'entretien débute. Et Christophe Basson se met à me raconter, à tout me raconter. Christophe Basson est passé professionnel le 1er janvier 1996. Il avait 21 ans. Il était considéré comme un très grand espoir, comme un des très grands espoirs du cyclisme français. Il avait été champion du monde chez les amateurs, champion de France du contre-la-montre chez les amateurs, et son équipe va rapidement comprendre l'enjeu, son directeur sportif en tête. Christophe Basson m'explique qu'à l'issue de sa première année chez les professionnels, il est convoqué dans le bureau de son directeur sportif. Quand il entre, il y a le grand boss de Festina qui est là, et là sur la table, il y a 2 contrats. Le premier contrat qui lui propose de reconduire dans les mêmes conditions le contrat de l'année précédente. À l'époque, il m'explique qu'il gagnait 13 000 francs. 13 000 francs par mois. Il m'explique qu'il venait d'un milieu ouvrier. 13 000 francs, c'est déjà une belle somme pour lui. Et le deuxième contrat lui propose de multiplier par 10 son salaire. De le multiplier par 10 en échange d'un accord, un seul, le dopage. Mais Christophe Basson est catégorique. C'est non. La seule chose qui m'intéressait, me dit Basson, c'est d'être sur le vélo. C'est de me faire mal sur la bicyclette, c'était de me griser dans l'effort. L'argent, la gloire éphémère, tout cela ne m'intéressait pas. Et puis j'ai toujours été quelqu'un d'honnête. Et Christophe Basson me parle alors de son grand-père, décédé quelques mois plus tôt, Joachim, un ouvrier espagnol, qui lui a transmis les valeurs de la classe ouvrière, le sens du devoir, l'humilité, l'honnêteté. Si je m'étais dopé, me dit Basson, j'aurais fait injure à mon grand-père. Et puis, comment aurais-je pu me regarder dans la glace ? Comment aurais-je pu me regarder dans la glace ? Christophe Basson me raconte ses séances d'entraînement où, pour le plaisir de pédaler sur la machine, de se faire mal, il se mettait à accélérer. Et là, il lâchait un à un tous ses coéquipiers qui n'étaient pas encore dopés. Et oui, c'était un gros moteur. Sauf que la semaine suivante, en course, les mêmes coureurs qu'il avait lâchés à l'entraînement lui mettaient 3 minutes dans la vue. Les produits avaient fait leur effet. Ce ne sont pas les meilleurs coureurs qui gagnent, me dit Basson, mais les plus fous, les plus inconscients, ceux qui sont prêts à ruiner leur santé en échange d'argent et de gloire éphémère. Christophe Basson m'explique que les jours d'étape du Tour de France, les coureurs pouvaient se prendre jusqu'à 10 piqûres dans les fesses. 10 piqûres par jour. Il me raconte comment est-ce que les coureurs contournaient les contrôles antidoping. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 80, les coureurs avaient un stratagème. Ils contournaient les contrôles antidoping à l'aide d'une poire médicale. En fait, ils introduisaient au préalable de l'urine propre, qui n'était donc pas la leur, ou alors qui était l'urine qu'ils avaient congelée durant l'hiver, quand ils n'étaient pas dopés. Donc ils la ressortaient, ils la décongelaient, ils l'introduisaient dans la poire. La poire, ils l'installaient sous le bras. La poire était reliée à un tuyau. Le tuyau passait sous le maillot. Et lorsque les coureurs ils arrivaient pour le contrôle antidoping, ils n'avaient plus qu'à ouvrir le robinet et à remplir le petit flacon de l'urine qui était dans la poire. Alors ça va marcher jusqu'en 1978, sur une étape du Tour de France, à l'Alpe d'Huez, justement, un Belge, Michel Pollentier, s'empare du maillot jaune. Et comme le veut la tradition, il va se soumettre au contrôle antidoping dans la petite caravane qui est disposée après la ligne d'arrivée. Il rentre dans cette caravane, mais manque de bol, son dispositif a été saboté. Le tuyau est obstrué,
et l'urine ne veut pas entrer dans le petit flacon. Michel Pollentier commence à paniquer. Il comprend rapidement que s'il pisse dans le flacon, il risque de le faire exploser. Il commence à transpirer à grosses gouttes. En plus, il fait très très chaud cette année-là sur le Tour de France. Le médecin qui voit Michel Pollentier en mauvais état lui propose de se mettre à l'aise, il lui propose de se déshabiller. Michel Pollentier refuse. Le médecin insiste. Michel Pollentier refuse. Le médecin insiste. Michel Pollentier retire son maillot. Et là aussi, la trouvaille est stupéfiante. Michel Pollentier va être exclu du Tour de France. Mais surtout, c'est qu'après ça, les médecins vont devenir méfiants. Limite un peu parano. Ils vont régulièrement demander aux coureurs de se déshabiller intégralement avant de pisser dans le flacon. Mais là, les coureurs vont également trouver l'astuce, à l'aide d'un préservatif. Écoutez bien. À l'issue des étapes du Tour de France ou des autres épreuves, lorsqu'un coureur était convoqué pour le contrôle antidoping, il avait quelques minutes pour se préparer. Il entrait dans le quart de l'équipe, et là, on lui mettait un préservatif dans l'anus. On lui déroulait un préservatif dans l'anus, et avec une seringue, on remplissait d'urine propre le préservatif. On refermait le préservatif sur un tuyau. Le tuyau avait été préalablement recouvert de poils de moquette pour faire croire à des poils pubiens. Donc, préservatif, urine, le tuyau. On passait le tuyau sous les bourses, ça ne se voyait pas grâce à la moquette. Et lorsqu'on tendait le flacon au coureur, il n'avait plus qu'à ouvrir le robinet et à remplir le flacon. Christophe Basson m'explique qu'avec tout le PO que les coureurs s'envoyaient, ils étaient obligés de mettre leur réveil en pleine nuit pour faire des pompes. En fait, avec le PO, ils étaient gavés de PO et du coup, ils avaient un sang tellement épais qui pouvait provoquer un arrêt cérébral à tout moment. Ils avaient un taux de globules rouges tellement élevé que ça pouvait provoquer un arrêt cérébral. Et donc, les coureurs étaient obligés de mettre leur réveil en pleine nuit pour faire des pompes, de manière à faire circuler le sang et surtout de manière à ne pas mourir tout seuls comme des cons dans leur pieu. J'ai un copain journaliste qui m'explique qu'il est en 99 ou 2000 sur le Tour de France. Et un soir, avec des copains, il décide d'aller au bistrot. Quelques bières plus tard, il rentre à l'hôtel, titubant quelque peu. Et là, il se trompe de chambre à coucher. Et il entre dans la chambre de Richard Virenque. Il est 3h du matin. Et Richard Virenque, il est sur un vélo d'appartement. Et il fait du vélo. Le gars, il vient de se taper 6 heures de montée de l'Alpe d'Huez. Et il met son réveil à 3h du matin pour faire du vélo d'appartement, vous voyez. Ces pratiques, Christophe Basson, Babas, comme on l'appelle dans le peloton, il va les accepter pendant plusieurs années. Il ferme les yeux, il serre les dents, il se tait, et il s'accroche sur le vélo, même s'il sait que les dés sont pipés. Et puis un jour, il va finir par tout balancer. On est en 1999. Ça se passe 1 an après l'affaire Festina. Tout le monde parle du tour du renouveau, le tour propre. Tout le monde raconte que le dopage n'est plus qu'un lointain souvenir, on s'en est enfin débarrassé, le cancer du cyclisme n'est plus qu'un mauvais souvenir. Sauf que Christophe Basson sait que tout cela est faux. Il m'explique qu'il voit les coureurs arriver le matin des départs d'étape avec l'intérieur des bras recouvert de bleu, laissé par les seringues. Christophe Basson va convoquer les journalistes et il va briser la loi de l'omerta. Il va dénoncer ce grand bal des hypocrites. Il va raconter la façon dont le dopage continue de se répandre dans le peloton. En quelques jours, il va devenir Babas la balance. Il va être humilié, traqué, menacé par Lance Armstrong himself, qui lui demande d'arrêter de parler du dopage, où il s'expose à de très gros ennuis. Et ouais, c'est le prix à payer pour un sportif qui n'accepte pas les règles du milieu. Souvenez-vous de ce joueur de football, Jacques Glassman. Il a été rendu célèbre grâce à cette affaire
judiciaire, hein, l'affaire OMVA. En fait, c'est un match de football hein, qui oppose Marseille à Valenciennes. Bernard Tapie, alors président de Marseille, achète des joueurs de Valenciennes, dont Jacques Glasman. Jacques Glasman va dénoncer le trucage du match et aussitôt la carrière de Jacques Glasman va s'arrêter. Crachats, jets de pierre, insultes. Jacques Glasman ne pourra plus mettre les pieds sur un terrain de football. Et bien c'est ce qui va arriver à Christophe Basson. Ils vont le massacrer. Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, Cyril Guimard, directeur sportif légendaire, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour de France, ils vont tous y aller de leurs petites phrases assassines. Ils vont lui faire la peau, littéralement. Et Christophe Basson, au bord de la crise de nerfs, va finalement jeter l'éponge. Et il va arrêter sa carrière quelques mois plus tard. Étais-je un grand coureur qui est passé à côté d'une très grande carrière, ou étais-je un coureur lambda? Je ne le saurais jamais, me dit Basson. Mais finalement, ça n'a aucune importance. Je n'ai qu'un seul regret, me dit Basson. J'aurais voulu remporter une étape du Tour de France et passer la ligne d'arrivée sans lever les bras, sans manifester le quelconque plaisir, la quelconque joie, pour leur montrer que la victoire n'avait aucune importance et que cette compétition était destructrice. Christophe Basson, aujourd'hui retiré du peloton professionnel, remonte régulièrement sur son vélo, histoire de revivre l'espace de quelques instants ce corps à corps, ce face-à-face avec sa machine, avec lui-même, ce corps à corps dont il était si friand. Je me bats contre moi-même, je me bats contre un adversaire à ma taille, et celui-là, je suis sûr qu'il ne se dope pas. Christophe Basson part le dimanche matin avec quelques copains sur les routes de Gironde pour avaler des kilomètres de bitume. Et quand il revient de sa sortie à vélo, il part à la douche. Et là, il se regarde dans la glace. Et il se sent bien. Évidemment, quand on entend Christophe Basson parler du dopage, on se dit que le sport est devenu inhumain. Alors non, le sport n'est pas devenu inhumain, le terme n'est pas approprié. On peut dire que la Shoah était inhumaine, mais on ne peut pas dire que le sport était inhumain. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le sport s'est déshumanisé. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le sport est devenu déshumain. Il faut comprendre que pour accepter d'amener des femmes et des hommes à la mort, il faut que la condition humaine ne soit plus un souci, qu'elle soit même facultative. Il faut voir l'autre en face, non plus comme un homme, non plus comme une femme, mais comme une marchandise. En 1944, dans un ouvrage devenu référence, intitulé « La grande transformation », l'économiste hongrois Karl Polanyi nous mettait en garde. Il nous disait, les petits amis, le capitalisme est en train de remporter sa dernière grande victoire, après laquelle plus rien ne sera comme avant. Et cette dernière grande victoire, elle a un nom, la marchandisation généralisée du monde. Polanyi nous explique qu'auparavant, une marchandise devait être produite avant d'être vendue. La marchandisation, c'était ce processus qui reposait sur la logique production-vente. Eh bien, nous explique Polanyi, le rêve du capitalisme, ça serait de réussir à vendre des marchandises qu'elle n'aurait plus à produire. Eh ouais, bénéfice maximum. Et Polanyi nous explique que ça va concerner 3 domaines. La terre, la monnaie et les hommes et femmes. 60 ans plus tard, l'économiste était visionnaire. La monnaie, capitalisme de la financiarisation, ça qui nous amène droit dans le mur. La terre, oui, la terre est une marchandise, les hommes et les femmes. Et le sport nous a fait accepter. Le sport nous a fait accepter qu'on pouvait réduire des hommes et des femmes au statut le plus minable, au statut le plus vulgaire de marchandise. Quand le Paris Saint-Germain fait venir l'Argentin Pastore pour 40 millions d'euros, tous les journaux titrent « Le PSG achète la star argentine ». Achète. On nous a fait accepter qu'on pouvait devenir le propriétaire d'hommes et de femmes
en échange d'argent. Aujourd'hui, les sportifs, les sportives ne sont plus des hommes et des femmes libres. Ils appartiennent à l'organisation capitaliste. Leur vie entière appartient au capitalisme, à leur club, à leurs sponsors. Je vais vous donner un exemple, un seul. Ça va rappeler des souvenirs à certains. 1998, finale France-Brésil. Et 1, et 2, et 3-0. Dans l'équipe brésilienne, il y a une star. Elle joue au poste d'avant-centre, Ronaldo. Mais Ronaldo, cette année-là, est malade. Il va multiplier les examens dans les grands hôpitaux parisiens. Il est malade, et je veux dire, ce n'est pas une simple bronchite. C'est une maladie qui pourrait avoir des répercussions sur sa vie d'homme. Et quelques heures avant la finale, il va consulter un grand médecin parisien qui va lui interdire de jouer la finale. Le risque est trop important. Et Ronaldo va décider de ne pas jouer la finale. Il va alerter son sélectionneur qui va accepter. Mais 2 heures avant le coup d'envoi de la rencontre, son équipementier, son sponsor, Nike, va entrer dans la partie. Et Nike va obliger Ronaldo à jouer la finale. Peu importe les risques que ça présente pour Ronaldo, Ronaldo doit être sur le terrain. Et Ronaldo va jouer sur injonction de son sponsor. Et ouais, il faut comprendre qu'un match qui est regardé en direct par 2 milliards de personnes n'est plus un match de football. Ça devient le centre de la Terre, son souffle, sa raison d'être. Et les 22 footballeurs qui sont sur le terrain ne sont plus des hommes, mais des marchandises, qui sont là pour vendre des minutes de temps de cerveau disponibles à Coca-Cola, à Nike, à Adidas. Cette finale France-Brésil, c'était la finale Nike contre Adidas. Voilà ce qu'on regarde à la télé, cette grande mascarade. Et je ne suis pas sûr, sans vouloir être pessimiste, que ce soit sur le point de changer. Manchester United, l'ancien club de Beckham et de Cantona, vient de faire signer un contrat à un enfant de 5 ans. L'enfant, il a l'obligation de se livrer à un régime draconien et de s'entraîner tous les jours. Esclavagisme moderne. Alors évidemment, vous allez me dire, ah mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre sport à nous, le sport local, ceux qui se pratiquent à Port-Saint-Père, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, etc. Et ça, c'est quand même pas la même chose. Les enfants ne sont pas des esclaves. Non, rassurez-vous, les enfants ne sont pas des esclaves. Mais permettez-moi quand même, oui, parce qu'il y a un quand même, de poser la question suivante. Dans quelle mesure l'institution sportive ne se sert-elle pas des enfants, au risque de faire passer l'intérêt des enfants au second plan, à des fins de médailles, de résultats? La victoire au bout du pied et la gloire au fond des filets, l'adversaire déconcerté, nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, traquant, 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 but, 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 traquant, 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 but, but, but. Dans l'institution sportive, est-ce le sport qui se met au service de l'enfant à des fins éducatives, ou est-ce l'enfant qui se met au service du sport à des fins compétitives? Sur le stade, les meilleurs, sur la balle, les vainqueurs, ils vont faire un vrai malheur, car ils n'ont jamais peur, jamais peur. Allez, traquant, 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 but, 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 traquant, 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 but, but, but. Hymne officiel de l'équipe de foot de Trinquant. Ça rappellera des souvenirs à certains, Patrick Devers, magnifique coup de tête. Film de Jean-Jacques Hano. Cette réflexion m'est venue il y a quelques mois de cela, en discutant avec un ami qui a été un bon joueur de handball de niveau régional. Et ce copain, à partir de 12 ans, il a commencé à intégrer des équipes de sélection territoriale. Vous voyez, ça se faisait en parallèle de sa pratique en club. Il jouait dans son petit club de village avec ses copains. Il a commencé à intégrer l'équipe de district, puis l'équipe de département, puis l'équipe régionale. Ça se passait en Bretagne. Et un jour, l'entraîneur de l'équipe régionale est venu le voir et lui a dit « Écoute, tu ne vas pas pouvoir
rester éternellement dans ton club de campagne, dans ton club de village. Il va falloir que tu ailles jouer dans un club plus huppé, plus conforme à ton niveau. Hein. Et donc, on va te demander de changer de club. Mais moi, monsieur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec mes copains. Enfin, de les retrouver le mercredi à l'entraînement, puis le samedi après-midi au match. Moi, je veux pas te changer de club. Hein. Écoute, petit, hein. Écoute. Hein. On a beaucoup misé sur toi. Tu sais, ça coûte cher de faire partir un joueur en formation. Ça coûte cher en encadrement, en déplacement, en hébergement. On a beaucoup investi sur toi. Et aujourd'hui, il nous faut un retour sur investissement. Le môme, il a 12 ans. Il nous faut un retour sur investissement. Dure logique capitaliste. Hein. Et pour comprendre cette logique capitaliste, il faut s'intéresser à la façon dont le sport est structuré en France, et ce depuis les années 60. En 1958, le général de Gaulle devient le premier président de la Ve République. La politique de Gaulle est une politique de prestige, de gloire. De Gaulle, il a deux objectifs. Il veut préserver l'indépendance de la France et restaurer sa grandeur, son prestige. Et pour cela, De Gaulle compte bien s'appuyer sur le sport, comme sur la culture d'ailleurs. Hein. On voit bien l'intérêt d'utiliser le sport et la culture pour montrer au reste du monde comment est-ce que la France est grande. Hein. Et donc il a pour cela deux porte-étendards. Il va installer Malraux à la culture, qui va tenter de démontrer la grandeur des artistes, des créateurs, touchés par une grâce divine, qui vont pouvoir montrer à quel point la France est belle et grande. Hein. Et il va installer un certain Maurice Herzog au sport. Maurice Herzog est un sportif de renom, un alpiniste. Il a été le premier à franchir un col de 8000 mètres, l'Annapurna. Ça a été une expédition qui a été largement médiatisée. Paris Match en a fait sa une. On a vu Herzog revenir avec les doigts congelés. Hein. Bref, depuis cet événement, Herzog est quelqu'un qui compte dans le paysage sportif français. Hein. Et De Gaulle compte bien sur la notoriété d'Herzog pour montrer à quel point la France sportive est une France forte. Mais en 1960 ont lieu les Jeux Olympiques de Rome. Ces Jeux Olympiques ne vont pas être simplement le terrain à des combats sportifs, ça va également être le terrain à des combats idéologiques. Il faut savoir qu'on est en pleine guerre froide, hein, et on va avoir des affrontements entre les États-Unis et l'URSS qui vont être des tentatives de démonstration idéologique complètement hallucinantes. Hein. Les finales dans les épreuves d'athlétisme ou dans l'épreuve de basket entre les États-Unis et l'URSS se jouent bien évidemment au-delà du terrain sportif. C'est l'Est contre l'Ouest. Okay, et la France va essayer d'avoir un rôle d'arbitre sur ce terrain politique. De Gaulle, qui se dope au prestige français, qui se met des perfusions dans le bras, etc., de gloire nationale, etc. Mais le problème, c'est que la France ne va pas réussir à entrer dans cette cour des grands. L'URSS va ramener 103 médailles. Les États-Unis vont en ramener 71 et la France va en ramener 5, dont 0 en or. C'est une humiliation pour De Gaulle. Au lendemain de la cérémonie de clôture, le journal L'Équipe titre « La déchéance française ». De Gaulle est vexé. De Gaulle tape du poing sur la table. Il y a ce dessin qui est resté célèbre où on voit De Gaulle avec un survêtement estampillé équipe de France, avec des tennis et un sac de sport qui part à l'entraînement. Et oui, De Gaulle en sportif, forcément. Et il y a une bulle avec à l'intérieur cette phrase de Gaulle « Si dans ce pays, je ne fais pas tout moi-même ». Et donc De Gaulle part au front pour relever un peu le niveau de la France. De Gaulle va convoquer Herzog, son ministre des Sports, et il va lui demander de réfléchir à une nouvelle organisation du sport en France pour que ce type de camouflet ne se reproduise plus. C'est bon, on a été ridicule en 1960, c'est terminé, ok ? Et Herzog, il va devoir, sur injonction de Gaulle, imaginer une autre organisation du sport en France. Et il va pour cela avoir recours à la pyramide de Coubertin. La pyramide coubertinienne que Coubertin avait inventée quelques années plus tôt, quelques décennies plus tôt même. La pyramide, la voici. Alors, selon que vous vous placiez dans la vérité ou dans la contre-vérité, dans la vérité, c'est-à-dire la vérité officielle, celle que les gouvernements successifs nous rabâchent,
ou dans la contre-vérité, donc dans le mensonge que je vais vous livrer ce soir, il y a deux façons d'interpréter cette pyramide. Alors commençons par la vérité, la vérité d'État. Ce qui compte en fait dans cette pyramide, c'est la partie inférieure, ce qu'on appelle le sport de masse. Avant 1960, le sport était réservé à quelques enfants de riches, ceux qui avaient les moyens de se payer une activité sportive. Et bien désormais, on va démocratiser le sport, parce que vous vous souvenez, le sport c'est bon pour l'éducation, c'est bon pour la santé. Et donc on va ouvrir les stades, on va ouvrir les salles omnisports, on va en construire beaucoup. Dans les années 60, on est sur une construction massive d'équipements pour permettre à des millions de jeunes Français d'aller dans les stades et pratiquer du sport. Donc voilà la version officielle, celle qu'on entend encore aujourd'hui. Ce qui compte dans le système pyramidal français, sportif français, c'est la partie inférieure. Et voici le mensonge. En fait, Herzog et De Gaulle, ils s'en foutent de la partie inférieure. Eux, ce qui les intéresse, c'est la partie supérieure. Eux, comme élite. Songez à la politique élitiste de Gaulle, sa politique de prestige. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une France de champions, une France forte qui brillera lors des grandes compétitions internationales de manière à ce que le camouflet de Rome en 1960 ne se reproduise plus. En fait, le sport de masse n'est pas un objectif, c'est un moyen. Un moyen pour permettre, en mettant des millions de gamins dans les stades et par un système de sélection permanente, de faire émerger une élite. Mais le problème, c'est qu'à chaque niveau de sélection, des milliers de gamins restent sur le carreau. Ça aussi, c'est le professeur Jacquard qui me l'explique. Pour fabriquer un gagnant, il faut fabriquer 10 perdants. Pour fabriquer un Zidane, il faut en casser plusieurs milliers. Voilà ce que Herzog et De Gaulle ne nous ont jamais raconté. Voilà ce qu'aujourd'hui encore on refuse de nous raconter. La politique du sport en France, ce que l'on pourrait appeler le service public du sport, est une politique élitiste. Une politique qui vise à fabriquer des champions par la masse, qui vise à faire du sport une anthropométrie, un processus de sélection permanente, un processus de classification d'individus sur des critères physiques. Et classer des individus sur des critères physiques, outre que ça nous replonge dans une période sombre de notre histoire, ça a un sens politique. Ça apporte la démonstration de la supériorité des uns sur les autres, des hommes sur les femmes. On a beau dire, on a beau faire, mais la place des femmes, c'est quand même mieux dans la cuisine. Oui, tout à fait, Thierry. Des jeunes sur les vieux, des valides sur les handicapés, des grands sur les petits. Dans le handball que je pratiquais, la Ligue de Bretagne organisait des sélections ouvertes simplement aux joueurs de grande taille, ceux qui à 12 ans mesuraient déjà 1,70 m. C'est une forme de darwinisme social. C'est également cela le sport. Le darwinisme social, si vous voulez, c'est lorsque Quentin, qui fait 30 cm de moins que moi, se retrouve exclu parce qu'il est trop petit. Oui, j'étais meilleur que Quentin. Je n'avais pas grand mérite. À l'époque, je faisais 10 kg de plus. Je faisais déjà 1,93 m. Ça laissait plus beaucoup de place dans le but pour le ballon. Était-ce une raison parce que j'étais plus grand, parce que j'étais meilleur que Quentin? Était-ce une raison pour l'exclure du système sportif? Était-ce une raison pour faire de Quentin un perdant? Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides, nous on veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Alors, à partir de ces évidences, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser autrement cette société? C'est si simple, c'est si clair. Et je regarde ma société et je me dis, mais elle est folle, puisqu'elle me demande, à moi, d'être compétitif. C'est-à-dire de vous regarder, vous qui êtes en autre, non plus comme une source, une richesse, mais il faut regarder comme quelqu'un devant qui je dois passer. Il faut que je passe devant vous. Et du coup, je ne peux plus vous dire tu. Je ne peux plus vous regarder dans les yeux. Il faut que je vous élimine.
Alors je vais peut-être gagner une fois, deux fois, trois fois. Puis un jour, il y en a un qui va m'éliminer. La compétition, c'est une guerre que l'on perd toujours. On gagne une bataille, hein, mais on perd la guerre. C'est un peu grâce à vous, professeur, que j'ai compris tout cela. Grâce à notre rencontre. Hein. C'était le 4 septembre 2009. Hein. La rencontre avait été organisée au bistrot Le Bonaparte à Paris. À 15h pétantes, je vous ai vu arriver, abrité sous votre chapeau, sous votre parapluie. Il pleuvait sur Paris ce jour-là. Et je vous ai suivi discrètement jusqu'à l'entrée dans le bistrot. Là, nos regards se sont croisés. Nos mains se sont tendues. J'ai eu l'impression à ce moment précis que le temps s'était suspendu. J'étais un petit garçon face à 100 mètres. Durant les 3 heures qu'a duré notre entretien, vous m'avez parlé de la vie. Cette magnifique aventure à construire et pas à subir. Et puis vous m'avez parlé du sport. Ce sport que vous aimiez tant, mais que vous regrettiez de voir perverti par le capitalisme. Le capitalisme est une saloperie. Le capitalisme est un monstre. Je l'ai compris grâce à vous, professeur. Le capitalisme est un monstre parce que les dégâts qu'il occasionne sont monstrueux pour l'humanité. Un enfant meurt de faim tous les 5 secondes dans le monde. La moitié de l'humanité vit en dessous de 2 $ par jour. Mais c'est également un monstre, ce capitalisme, parce qu'il parvient à nous faire le défendre alors même qu'on pense le combattre. Quand il nous déguise en supporters, en sportifs, en dirigeants, et qu'il nous conduit dans les stades avec un seul mot d'ordre, le tout pour la gagne, il nous met à son service. Le capitalisme, ce n'est pas simplement une conquête mercantile, c'est également une conquête de l'âme, une conquête des idées. Aujourd'hui, le capitalisme colonise notre quotidien et il se sert du sport pour nous faire accepter ce qu'il y a de plus dégoûtant en lui. Le darwinisme social, la marchandisation des corps, l'écrasement des faibles par les forts, le fric indécent. Quand Thierry Henry gagne en 1 an 18 millions d'euros, il gagne en 1 mois. En 1 mois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce qu'un smicard gagnerait en 110 ans. Ce type d'indécence, le capitalisme en a rêvé. Le capitalisme l'a fait. Car vous comprenez que si on est capable d'accepter qu'un sportif gagne de telles sommes, eh bien on est capable d'accepter qu'un chef d'entreprise gagne la même chose. Et du coup, la proposition de Mélenchon sur le salaire maximum, écart de salaire de 1 à 20 maximum au sein de la même entreprise, cette proposition n'est plus recevable. Et l'action syndicale a un problème. Professeur, il y avait beaucoup de monde dans ce bistrot, il y avait beaucoup de bruit et je peinais à vous entendre. Alors, je me rapprochais toujours plus jusqu'à presque vous toucher. Je ne voulais pas perdre une miette de notre discussion. Là, assis sur votre banquette, devant votre tasse de café, je voulais vous entendre me raconter ces belles histoires. Vous m'avez raconté qu'une équipe s'était rebaptisée en un seul mot. On s'en fout du score. On s'en fout du score, c'est quand même mieux que le PSG, vous avez rajouté. On s'en fout du score, histoire de montrer que la seule chose qui compte, c'est le plaisir de jouer, et que la victoire n'a aucune importance. Vous imaginez cet homme ou cette femme rentrant à la maison après son match de football, et là, à ses enfants qui lui demanderaient comment ça s'est passé, il ou elle lui répondrait « Ça s'est super bien passé. On a vécu un chouette moment, et puis on a marqué 4 magnifiques buts. Et en face, ils en ont marqué combien ? Je sais pas, j'ai pas compté. Ce serait beau, Et puis vous m'avez raconté qu'en Afrique, pas étonnant que ça se passe là-bas, vous avez rajouté, une ennemie avait inventé une nouvelle règle au football. À chaque fois qu'un joueur marque un but, il change de camp. À la fin de la rencontre, tout le monde a joué avec tout le monde. Tout le monde s'est amusé, tout le monde a gagné. Surtout le sport. Professeur, au cours de ces 3 heures de discussion, je vous ai raconté pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez. Et vous m'avez parlé de Bernard Moitessier. Bernard Moitessier, ce navigateur rendu célèbre grâce à son bateau, le Joshua. En 1968, le journal Le Sunday organise une grande course de voile autour du monde. Le principe est le suivant. Les concurrents devront boucler le tour du globe le plus rapidement possible en passant par les 3 caps, sans assistance et sans toucher terre.
Bernard Moitessier refuse dans un premier temps d'y participer, il trouve la compétition stupide, et puis il va finalement accepter de prendre le départ. Mais rapidement, Moitessier n'est plus dans l'esprit de la course. Il profite du calme de l'océan Indien pour nourrir les oiseaux et pour écrire. Et finalement, les seules fois où il pousse son bateau au maximum, c'est pour savourer ce plaisir puéril de voir Joshua avaler les vagues, parce que c'est à ce moment-là qu'il le trouve beau. Moitessier ne respecte pas les règles de la compétition. Et pourtant, il passe le 2e cap, et c'est lui qui est attendu en vainqueur à Plymouth. Mais à quelques encablures de la ligne d'arrivée, on voit Joshua qui fait demi-tour. Et là, sur un cargo qui passe par là, à l'aide d'un lance-pierre, Moitessier projette un message. Je continue en mer. Je continue en mer parce que je m'y sens bien. Je continue en mer parce que cette compétition est stupide. Je continue en mer également, peut-être, pour sauver mon âme. Je voulais vous remercier, professeur, de m'avoir fait partager ces bouts d'humanité. Et puis je voulais m'excuser pour mon arrogance. Au cours de la discussion, je vous ai demandé si vous n'aviez pas l'impression, à dénoncer le capitalisme à tout va, si vous n'aviez pas l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Vous m'avez regardé pendant de longues secondes, et professeur, vous avez fini par me dire « Les ailes des moulins, monsieur, peuvent certes nous projeter dans la boue, mais elles peuvent également nous projeter là-haut, tout là-haut dans les étoiles. » Je voulais vous remercier, professeur, d'avoir été mon étoile. Allez, oui! Allez, mon petit bonhomme! Ouais! Oui, mon petit bonhomme! Bravo! On veut nous tout seul! C'est le grand... C'était une autre histoire du sport où pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez. Vous avez désormais la réponse. Merci beaucoup à toute l'équipe de Full Bazar, son magnifique festival Paillançon, ravi d'avoir été programmé lors de cette soirée. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Merci aux copains du pavé, à Franck Lepage qui m'ont inspiré cette conférence. Merci à Cécile Delomeau qui m'a accompagné dans la construction, dans la création de cette conférence gesticulée. Merci à toute l'équipe de Mobile Casbah qui a été super chouette, qui nous a super bien accueillis, à Jonathan qui a fait le son. Et puis voilà, merci bien sûr à vous, et puis merci bien sûr à mes entraîneurs de football sans qui ce spectacle n'aurait pas pu avoir lieu.